Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 472 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le 15e numéro du Top 100 NBA 2025, la Syllab Top 100 participatif avec aujourd'hui Titouan du média Envergure et du podcast Le Trèfle. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 15 de notre Top 100 NBA joueur 2025, Top 100 participatif avec aujourd'hui la participation de quelqu'un qui est fan de Boston et fan des jeunes. Donc, ça va lui plaire quand Rich Shepard va arriver dans son équipe en échange de Derrick White. C'est Titouan, comment ça va Titouan ? Alors, ça va très bien, mais le fan des jeunes, à ne pas sortir de son contexte. On reste bien sur le basket. Ah, tu vois, je pensais que tu réagirais sur Derrick White plutôt. Oui, non, en vrai, je me dis foutu pour foutu. Moi j'étais de la team, venez, on dégage tout. Jaylen Brown, Derrick White, on garde que Tatum et full rebuild autour de Tatum. Donc je serais pas surpris d'un trade de White. Bon, après, il est absent qu'un an, Tatum. Donc, si tu dégages tout, tu te retrouves pour 2027 avec Tatum et plus rien, quoi. Alors que c'est ses meilleures années de prime. Donc, t'as pas trop intérêt à faire ça non plus, quoi. Je sais pas à quel point Tatum va revenir dès son retour au plus haut niveau. Je serais pas étonné qu'il lui faille, on va dire, une année un peu de réadaptation, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, au final, c'est pas juste un an, c'est 2 saisons, on va dire. Bah après, ça dépend ce que tu obtiens aussi en retour, quoi. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que White et Brown, tu peux récupérer évidemment beaucoup de pics, mais aussi des jeunes qui pas vraiment des jeunes qui ont tout approuvé, mais des jeunes qui ont déjà montré des belles choses. En vrai, tu vois, Jaylen Brown contre Jalen Johnson, un truc comme ça, un plus petit salaire, mais top défenseur, ça peut être intéressant. Et Derrick White, bon, il y a l'option Houston Rockets, mais si OKC vient, ils disent venez, prenez Caruso plus 5 pics et nous on prend Derrick White, ça peut s'imaginer aussi, quoi, pour le coup. Ouais, le trade de Brown à Atlanta, en plus, c'est Vincent qui en parlait souvent. Lui, il disait Okongwu plus Jalen Johnson contre Brown, Ouais. qui en plus réglerait en partie, on va dire, notre souci dans la raquette, parce que pour ceux qui ne savent pas, allez voir la depth chart des Celtics et du secteur intérieur des Celtics, on va s'amuser. Ah bah, tout le monde est parti cette année. Il y a Cornet est parti, Porzingis parti. Alors Ford vous a encore trahi, encore en soi-disant un joueur qui est bien pour la franchise mais qui n'arrête pas de vous trahir. Mais il reste quoi alors ? Il reste Tillman, c'est ça ? David Tillman. Tillman, Keta qui va probablement être le starter en plus, je pense. Donc ouais, c'est des t'as Garza qu'on a récupéré, ouais. Et le jeune Amari Williams qu'on a drafté au second tour, qui d'ailleurs je crois qu'il est juste un two-way. Donc ouais, ça mène pas large quand même, hein. Oui, effectivement. Non, oui, pardon, Titouan du podcast Le Trèfle, fan des Boston Celtics, un podcast sur les Celtics, et également de Envergure, le média scouting, bien entendu. Tu as fait ta première saison, non, l'an passé, chez Envergure, il me semble. C'est ça. Ouais. Où tu as commencé un peu à découvrir ce monde du scouting pro aussi. Hein. Est-ce que tu as fait des déplacements ou pas ? Je me souviens plus si on avait déjà parlé. T'as déjà fait des déplacements sur place ? J'ai fait un déplacement vu que je suis en Allemagne, à Heidelberg, c'est à côté de là où j'habite, et qui recevait Ulm. Et où donc j'ai pu voir tiens, j'ai perdu son nom, le français. Kylian Hayes. Non, le mec a 5 ans de retard. Noah et Sangué. Ah oui, et Sangué, ouais. Et alors sur le Trèfle, le podcast Le Trèfle, c'est quoi l'actu un peu de cet été ? Il y a eu un très bel épisode sur Alorford notamment. Il y a eu une FAQ, il me semble. Ouais, ça, une FAQ, l'épisode focus sur Alorford, où on l'a bien encensé pour que finalement ils nous mettent un coup de couteau dans le dos. Et sinon, là, prochainement, on va faire la petite preview, la saison qui approche, donc petite preview qui va pas être forcément aussi optimiste que les années précédentes, spoiler alerte. Mais voilà, petite preview sympa, parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes, voir ce que ça va donner, les Baylor Shireman, Pritchard avec peut-être plus de ballons, Anthony Simons, qu'est-ce que ça peut donner dans le jeu de Mazzulla, tout ça. Donc il y a quand même des choses intéressantes à voir. Et voilà.
Titouan, vous connaissez bien entendu. Toi, le format, tu le connais aussi, le top 100, puisque le top 100, c'est on a 100 noms, la playlist des auditeurs sur Twitch qu'on a fait ensemble avant cette série. On les prend 5 par 5, on a déjà fait 14 épisodes, 14 x 5, ça fait qu'on a un top 70 pour l'instant. On va rajouter 5 nouveaux noms à ce classement qu'on va insérer petit à petit. Aujourd'hui, belle cuvée, mais avant de passer à la cuvée du jour, le top 70, justement, est-ce que tu as des remarques à faire ou des demandes de reclassement? J'avais 3 noms Ouais. que personnellement j'aurais mis un peu ailleurs. Il y a Desmond Bane que j'aurais mis quelques places plus haut, peut-être entre Banchero et Randall ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, je trouve que Desmond Bane a énormément progressé à la création Ouais. et je trouve qu'il atteint un peu un niveau de création slash volume qui devient vraiment intéressant tout en gardant une très bonne efficacité et il a ce truc de pouvoir jouer du coup avec le ballon et sans le ballon, ce qui a beaucoup de valeur. Et je trouve sa polyvalence mériterait de le faire monter un peu plus. Euh, bon, après c'est différent parce que Zubac et Sabonis c'est deux profils complètement différents. Randall aussi tu me diras. Mais voilà, est-ce que j'aurais tendance à donner un peu plus de valeur à l'efficacité euh, plutôt qu'au volume global que peut avoir un Banchero par exemple ou un Randall. Alors effectivement, t'as pas pu écouter les épisodes puisqu'on Ouais, j'ai pas enregistre, encore ils sont pas écouté. encore publiés, mais ça avait fait débat. Pour te dire, à la base, il était au-dessus de Butler et Banchero. On l'a mis très très haut de base. On l'a un peu redescendu parce qu'il y avait un côté où, quand on avait classé notamment des mecs comme De'Aaron Fox, comme Jaylen Brown, comme Maxey, qui sont des mecs efficacité autour de la moyenne, mais surtout gros volume, on s'était dit, est-ce qu'on n'a pas un peu surclassé Desmond Bane de base? Est-ce qu'on l'avait pas mis trop haut? Donc c'est pour ça qu'on l'avait un peu redescendu par rapport à ça. Mais après, c'est peut-être d'autres. Hein. C'est peut-être. Est-ce que c'est pas Julius Randle qui est aussi un peu haut, tu vois? Hmm. Est-ce que Randle, c'est sympathique? Enfin, c'est très sympa, mais le scoring est aussi imparfait. On est sur un volume qui est moins grand que des Hero, que des Murray, que des Fox. Donc, est-ce que pour avoir un Bane au-dessus de Randle, c'est pas Randle qu'il faut un peu baisser et le rapprocher de ce groupe-là, tu vois? Si, en vrai, ça serait peut-être plus ça, ouais. Randall qui doit descendre plutôt que Bane qui doit monter, on va dire. Et Banchero aussi, mais alors Banchero, c'est compliqué, Banchero. C'est une saison bizarre avec sa blessure, etc. Mais même quand il était là, il était quand même à gros volume, quoi, tu vois. Là où je pense qu'on peut un peu plus nuancer par rapport à l'importance de Randle. Mais ok, on peut descendre Randle un peu, ok. Autre remarque, tu me disais, t'en avais d'autres? Ouais, et l'autre c'était alors toujours un peu dans ce truc de est-ce qu'on donne plus de valeur au volume, quitte à avoir une efficacité moins bonne, ou à une meilleure efficacité, mais du coup un volume de responsabilité plus faible. Et c'est Scotty Barnes par Oui. rapport à du Jarrett Allen, du Aaron Gordon, où je me dis, en fait, bon, je pense que c'est une question de philosophie, mais je sais pas si qu'est-ce qui a le plus de valeur, quelqu'un qui a un gros volume avec une efficacité plus limitée, ou quelqu'un qui est plus, comme Jarrett Allen ou Aaron Gordon, qui sont plus des finisseurs connecteurs, mais très efficaces. Euh, donc je pense que voilà, je pinaille un peu, mais c'est plus sur à- on accorde plus de valeur à quoi en fait. Bah, il y a un groupe de créateurs là, tout Lamelo Ball, Scotty Barnes, Paul George. On savait pas quoi en faire parce que c'est quand même de la création. C'est aussi pour certains de la défense de plutôt bon niveau. C'est aussi pour certains du passing ou de la création collective aussi, pas que scoring, je veux dire. Mais il y a ce côté, comment est-ce qu'on pondère un peu un gros créateur à faible efficacité, mais qui a aussi d'autres avantages. Je te rejoins, mais de l'autre côté, moi, je me demande si, tu vois, je voyais un Porzingis qui était assez bas. Est-ce que c'est pas lui aussi qu'il faudrait faire remonter aussi dans ce lot, tu vois? Parce que je vois qu'il y a un certain écart avec Turner. Alors Porzingis fait une demi-saison, mais nous on évalue quand il était là. Et quand il était là, en fait, il était top isolation sur les mismatchs, top protection de panier, le 3 points aussi. Donc tu vois, dans ce groupe-là, presque, je me demande si c'est pas Gordon, Porzingis et Jarrett Allen qu'il faudrait remonter presque tous ensemble par rapport à ces trois créateurs, non? Ouais, ouais. Non, complètement. Mais du coup, c'est pareil pour Zingis, t'as pas, enfin, si t'as de la création individuelle sur post-up, mais t'as pas vraiment la même création qu'un Paul George, Lamelo Ball, Scotty Barnes, qui eux vont vraiment créer balle en main créer via du passing, via du drive, etc. Pour Zingis, c'est vraiment que de la création individuelle. Oui, mais la défense du panier est quand même très cool. Oui, et puis le spacing et l'efficacité, C'est enfin, ça, ouais. ouais. Mais c'est pour ça, en fait, je m'interroge, et il y a plusieurs noms comme ça, où il y en avait un autre où je me disais ça, c'était
bon, Toumani Camara, mais c'est un peu différent, mais tu vois à quel point un créateur moyen, voire moyen moins, a plus de valeur qu'un, entre guillemets, juste finisseur, connecteur, mais efficacité plus plus. Oui. En fait, le truc, c'est que ça dépend de comment tu construis ton équipe. Enfin, de comment est construite ton équipe. Scotty Barnes va avoir plus de valeur dans une équipe où il n'y a pas d'autres créateurs qu'un Aaron Gordon, par exemple, ou un Jarrett Allen. Par contre, Jarrett Allen ou Aaron Gordon auront plus de valeur dans une équipe qui a déjà son créateur et qui cherche plus des connecteurs finisseurs. Il y avait un autre nom que je me posais la question, c'est aussi Al Horford, qui était un peu coincé vers le bas, tu vois, qui était coincé, on l'a fait tout au début, on l'avait mis dernier de la première QV, et puis ensuite, un peu par habitude, il est resté en bas. Et on se faisait la réflexion sur l'épisode d'avant par rapport à un mec comme Walker Kessler qu'on a mis assez haut pour la défense du panier qui est élite. Je pense qu'Horford cette saison était moins resplendissant en défense, mais tout de même très solide, et que par valorisation de la défense, notamment intérieure, plus l'aspect de ok, il a pas shooté à 45% à 3 points comme en 2024, mais tout de même, tu vois, presque j'aurais envie de le remonter à Horford de 10-15 places, quoi, d'un peu le coller à Kessler par rapport à ce côté défense intérieure en fait. Bah ouais, je suis plutôt d'accord. Et il y avait un autre joueur qui se situe un peu entre les deux, et bah, je l'ai dit, c'est Toumani Oui. Camara. Alors, je suis pas le joueur qui a le plus vu les Blazers, et j'ai pas écouté le podcast sur Toumani Camara encore, donc je sais pas ce que vous avez dit sur lui, mais moi, du peu que j'ai vu, j'ai l'impression que c'est alors un formidable défenseur, mais qui a un peu, si je schématise un peu que ça entre guillemets. Et du coup, je me demande, bah, ça a énormément de valeur en défense, mais à quel point il pénalise pas entre guillemets son attaque offensivement. Et du coup, est-ce qu'un joueur qui serait peut-être moins élite défensivement, mais plus polyvalent ou plus intéressant, on va dire, offensivement, aurait pas plus de valeur? Je pense bah, justement à Lorford par exemple, ou je sais pas, en dessous, je vois du Alex Caruso ou du Kayson Wallace par exemple. Oui. Cette année, il mettait pas mal ses tirs à 3 points, notamment. Camara, alors ça veut pas dire qu'il est respecté, mais au moins il punit un peu. Et en fait, la défense est à ce point génial qu'il y avait un peu ce truc de ça surpasser un peu, on va dire. Mais non, mais ça peut s'imaginer de descendre un peu. Le problème de Caruso, hein, comme d'habitude, c'est le minutage, quoi. Caruso à 30 minutes Oui, par match, il est peut-être 50e, quoi. Sur 100, je veux dire. Mais c'est pas le cas. Mais ok, alors je note tout ceci. Qu'est-ce qu'on fait d'Alorford? Alors je le remonte ou pas par rapport à ce qu'on a dit? Je regarde. Ouais, parce qu'en fait, tu as le coller à Kessler. Pourquoi pas par rapport à la valeur elle-même de Kessler, mais du coup, tu le mets quand même devant des joueurs, tu vois, Andrew Nembhard. Ouais. Ah, c'est vrai que j'avais oublié qu'on était sur un fan de Nembhard ici. J'avais oublié qu'il y avait le fameux fan club de Nembhard. Non, mais alors au niveau Hachimura, au moins, je pense que on peut pénaliser un peu le plus faible minutage d'Horford, mais un peu zone Hachimura. Parce qu'Hachimura, c'est un peu un 3&D du shoot. Et je pense qu'Horford, niveau défensif, c'est un peu plus défense intérieure, quoi. Et donc, ok, bah faisons comme ça. Alors, faisons comme ça. Horford au niveau d'Hachimura. Donc, la QI du jour, je l'ai pas encore annoncé. Je peux l'annoncer. Nous avons aujourd'hui du Darius Garland, du Anfernee Simons, le néo-Celtic, Jrue Holiday, l'ancien Celtics, Mikal Bridges et Pascal Siakam. Question traditionnelle. Comment est-ce que, avant qu'on en discute un par un en détail et qu'on les mette dans le classement, comment est-ce que tu classes ces 5-là entre eux? Premier G. Alors j'ai mis Garland en 1, ensuite Siakam, Bridges, Simmons et Holiday. Donc Holiday dernier et Simmons quatrième, c'est ça? Ouais, c'est un peu la discussion. Du reste, ça m'a l'air assez limpide. 1, 2, 3, Garland, Siakam, puis Bridges. Oui. Et je t'avoue qu'entre 4 et 5, j'avais un peu d'hésitation. Je partais aussi un peu dans cette idée-là. Mais bah tiens, on peut en discuter comme ça, on va y arriver tout doucement au niveau de ces débats. Mikal Bridges, tu veux bien? On peut commencer par Mikal Bridges. Je te fais le topo comme d'habitude, après je te lance 37 minutes par match. Mikal Bridges, évidemment, c'est la taxe Thibodeau. 82 matchs cette saison. On est sur du 17 points et 3 assists de moyenne cette saison. 20% d'usage et une efficacité qui est à 101, donc plus 1% relatif à la moyenne. Pour te lancer, on est sur quelqu'un qui a été recruté à prix d'or côté Knicks l'été dernier et qui finalement fait une saison quand même très solide chez les Knicks. Ouais, et, bah, comme tu as dit, bon, beaucoup de minutes forcément, mais c'est un joueur qui a eu un rôle offensif de finisseur connecteur bien différent de ce qu'il avait au Nets, où au Nets il avait forcément plus de responsabilités. Mais du coup, il a réussi à
tout en changeant de rôle, à garder une très bonne efficacité. Et c'est un joueur qui a une finition, finition élite au cercle. Il a fait quelques drives, il a pas mal de cuts aussi. Donc il s'est vraiment mué dans un rôle vraiment de connecteur. Mais on est vraiment, pour moi, sur la crème du connecting, parce qu'en finalement, à Brooklyn, il avait montré qu'il était capable de créer. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression que c'est un joueur on parle souvent de joueurs qui ont des costumes trop grands pour eux. Lui, j'ai l'impression qu'on lui a filé un costume trop petit enfilé et il arrive à rentrer dedans, mais tu te dis il pourrait faire plus en fait. Mais c'est juste que les Knicks n'ont pas besoin d'un Michael Bridges qui fait plus finalement, offensivement du moins. Donc, euh, donc ouais, beaucoup de shoot à 3 points, beaucoup de finitions au cercle comme je disais, donc très très analytics on va dire. Et défensivement, je le trouve toujours très intéressant on ball. Loin du ballon, c'est parfois un peu plus moyen, je trouve. Euh, je suis peut-être un peu plus bas par rapport à certains sur sa défense globale, mais je trouve que on-ball, il est toujours très intéressant. Bah, c'est marrant parce que j'aurais un peu l'avis inverse sur l'attaque. Ok, on l'a vu en créateur, mais à quel point est-ce que c'était intéressant, Michael Bridges en créateur. Alors, il y a les fameux 20 matchs de 2023 après le trade, mais en fait, spoiler, il était un peu en surchauffe au niveau des longs tirs de points ou ce genre de choses. Et en fait, on a vu la saison 2024, tu vois, ok, on avait un créateur, mais pas si intéressant que ça. Alors déjà en termes de volume, c'est pas non plus la folie, quoi, en termes de première option, mais l'efficacité était pas ouf, le playmaking, il y avait pas grand chose. Donc tu vois, moi je dirais presque l'inverse, où c'est à Brooklyn qu'il y avait un costume qui était entre guillemets trop grand, et que là quand tu le recentres sur un rôle qui est un peu plus finisseur, role player, certes tu peux toujours te dire ah oui mais il pourrait faire un petit peu plus, je suis d'accord. Mais ça me va de pas me dire à l'inverse, ah mince, il fait beaucoup trop. Comme je me suis dit souvent à Brooklyn l'an passé, quoi. Et le stat un peu qui illustre ça, c'est qu'on est remonté à 76% de paniers assistés. Donc grosso modo, les 3/4 de son jeu sont assistés. J'avoue que ça me va, moi. Ça me va comparé à avant où, tu vois, l'époque des Suns on était autour des 80%, donc à peu près pareil. Alors que au net, ça avait quand même sacrément baissé. Mais le fait d'avoir beaucoup plus de charges de création, les résultats étaient aussi moins intéressants. Donc je t'avoue que je préfère presque la version actuelle où on l'a remis dans ce rôle plus sobre de mon côté. Oui, mais c'est peut-être qu'à Brooklyn, il avait vraiment. Alors, il avait plus de création, mais c'était vraiment le go-to guy, en fait. C'était vraiment le numéro un. Alors que là, oui, vraiment le connecteur finisseur des Knicks, derrière des Brunson, des Karl Anthony Towns qui ont plus de responsabilités balle en main. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu à trouver où il pourrait avoir un petit peu plus de création, pas forcément autant que ce qu'il avait à Brooklyn, Ouais. mais avoisiné, là il a quoi? Il a 18, un peu plus de 18% d'usage. Est-ce qu'on pourrait pas le voir à 20, 21, un truc comme ça, où tu as un peu moins qu'à Brooklyn, mais un peu plus que ce qu'il a là, et je pense qu'il pourrait faire ça tout en gardant euh, un peu d'efficacité. Mais je suis d'accord avec toi que, en fait, je trouve il me fait pas mal penser à il y a un côté un peu le Derrick White qui arrive aux Celtics en 2022, où il y a ce côté où on se dit, bah, en fait, c'est un super connecteur, mais qu'est-ce que ça donnerait avec plus de création dans une équipe compétitive, parce que faut voir l'équipe qu'il avait aussi à Brooklyn. Euh, et du coup, voilà, c'est la petite question que je me pose sur lui, c'est est-ce que avec un petit peu plus de création, un rôle, bah, justement, qui mue un peu à la Derrick White, ce qu'il a fait aux Celtics après, quand Smart est parti, c'est-à-dire un peu plus de création, mais ça reste quand même pas le go-to guy, enfin c'est pas non plus le go-to guy. Est-ce que ça pourrait pas être positif? Mais en tout cas, dans ce profil de role player, on va dire connecteur, je pense qu'il fait partie de l'élite de ces profils-là. Peut-être que ce sera l'étape d'après avec Mike Brown, peut-être, nouveau système, et que, en effet, avec Thibodeau, il y avait un aspect très héliocentrique autour de Bronson, et que c'était un peu ça le système, et je te rejoins que peut-être on pourrait réaugmenter un peu le curseur, et en l'état, on avait un mec qui était vraiment role player, pas exclusif, mais presque, quoi, parce que c'était que de la finition, off-ball, ou parfois de temps en temps, toi qui es fan des Celtics, tu l'as vu aussi, mais les post-up contre un plus petit, notamment, un peu ce genre de création tertiaire, on va dire, le post-up, l'isolation face à un plus petit, face à un mismatch. Après, tu vois, au niveau du panier, c'est très cool, on est hyper efficace au panier.
bon, il est assisté quasiment 80% du temps au panier également, quoi. Donc, en fait, on voit vraiment ce côté cut, ce côté transition aussi, et ce côté où c'est pas trop un driver. Le post-up, quand il est en post-up ou isolation face à un mismatch, ça va être un peu du turn-around jumper, un peu du fade-away, quoi. Donc, c'est pas non plus une capacité à aller au panier, une capacité à chercher des lancers francs et avoir les tirs rentables. Après, on est quand même de nouveau, l'an passé, on était un peu en sous-chauffe au niveau du long tir à 2 points. On est remonté sur du 49%, quoi. Tu vois, cette année, c'est quand même très bien pour des longs tirs à 2 points. Donc, top au panier, top au niveau un peu de création sur les pull-ups à 2 points, top également aussi à 3 points, 37% cette saison. Donc, ça fait un profil offensif qui, tu parlais un peu de connecting, il y a aussi le passing, en effet, la fluidification du jeu. Et alors, la question de la défense, c'est un peu le point central, peut-être. C'est parce que, tu vois, je pense que les avis différents à son sujet, ça va aussi dépendre de à quel point est-ce qu'on valorise la défense ou pas. Tu avais l'air de dire que tu aimais bien, mais peut-être pas autant que certains qui, à une époque, pouvaient le projeter Depoy, même à l'époque des Suns. Ouais, c'est ça. Et je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que globalement, offensivement, on va tous se rejoindre sur le joueur qu'il est, ses points forts, ses points faibles. Défensivement, en fait, j'aime beaucoup sa défense sur l'homme, où je trouve qu'il bouge plutôt bien, il a une bonne mobilité latérale. Mais effectivement, sur le global, on va dire que ça reste un bon défenseur, mais pour moi, c'est pas l'élite de l'élite défensivement, parce que je trouve que loin du ballon, il a quand même parfois pas mal d'absences ou des rotations qu'il fait pas. Alors après, je trouve que la défense off-ball, souvent c'est assez compliqué de savoir à quel point c'est une demande du coach ou un choix ou un oubli du joueur. Mais ouais, il y avait pas mal de rotations d'aide qui faisait pas forcément, ou il était pas forcément. Je trouve que c'est un joueur qui est quand même assez long, et je trouve que son efficacité pour dissuader en seconde lame est assez limitée Ouais. par rapport à ce qu'il pourrait faire physiquement. Oui, même on-ball, c'est vrai qu'il jouissait un peu de cette image de 10 sur 10. Moi, je me souviens même au niveau de la draft à l'époque, je disais, mais attendez, il y a quand même 2-3 fois où il se fait avoir, quoi. C'est pas parfait. Cela dit, moi, là où je l'aime bien, c'est sur des plus petits, presque. Tu vois, les match-up contre Curry, par exemple, où en fait, il a très bonne mobilité, navigation d'écran, et avec ses longs bras, c'est très bien. Je trouve que face à des plus gros, il peut un peu se faire enfoncer par moment, notamment. Mais limite son apport défensif de off-ball, je te rejoins, c'est pas tant la protection de panier, c'est presque l'occupation de l'espace sur le plan horizontal, avec ses longs bras, avec les stunts, avec l'aide hyper agressive depuis le corner opposé comme Thibodeau aimait bien faire, etc. Et c'est presque plus ça, l'espèce de quadrillage du terrain, mais plus horizontal, que la vraie verticalité au panier, où dans la théorie tu te dis, bah, il est grand, il est long, il est ultra long, on pourrait avoir un mec qui protège le panier, un peu comme Peyton Watson, un peu comme Jalen Williams. Dans les faits, on n'a pas trop ça, quoi. C'est plutôt les stunts, c'est plutôt le bouchage d'espace, si on peut dire. Ça a valeur un peu de défenseur collectif, quoi. Ouais, c'est ça. Et quand tu vois son physique, comme tu dis, sa longueur de bras et tout ça, c'est assez frustrant en fait. Parce que tu dis, en fait, un joueur avec ce physique-là, il pourrait faire tellement mieux. Oui, effectivement. Et dans le classement, je t'avoue que on a parlé un peu du rôle offensif qui a évolué. De mon côté, je pense que le fait que qu'il soit revenu dans un rôle plus sobre en attaque, pour moi, c'est un positif, je t'avoue. Mais alors, classement, où est-ce que toi tu l'imagines ? Bah, tu vois, il y a les Jalen Brown, Maxi, Murray, eux, c'est plus les créateurs. Ils ont quand même plus de volume de création, même si l'efficacité est moins bonne. Ouais. Je pense que la création est si grosse que je mettrais peut-être autour des. Bah, on en parlait un peu tout à l'heure, mais des Aaron Gordon, Porzingis, Austin Reeves, tout ça. Oui, oui. Donc on avait remonté un peu tout un groupe, Porzingis, Aaron Gordon et Jarrett Allen aussi, qu'on avait remonté en même temps. Le duel avec OG Anunoby, comment tu le tranches cette année, toi ? Moi, Je pense que OG Anunoby est bien meilleur défensivement. Oui, je suis d'accord. Offensivement, il y a peut-être un peu plus, quoique, je veux dire, il y a un peu plus de création pour OG Anunoby, mais c'est vrai je pense que la différence se fait sur la défense. Je suis d'accord, c'est un peu le point à pas dépasser, non ? OG, c'est peut-être garder un peu OG au-dessus. Je pense que Deni Avdia aussi, l'apport offensif est bien meilleur cette année. Et après, ou alors on le colle à Aaron Gordon, sinon. On le colle à Aaron Gordon. Ça ferait un truc du genre OG, puis Deni Avdia, Turner, Porzingis, Jarrett Allen, Gordon et Michael Bridges. Et on est quand même au-dessus de tout ce qui est Austin Reeves, Norman Powell, etc., quoi. Ça peut aller. Très bien. Et donc, petit quiz pour terminer. Et promis, j'ai pas fait exprès, j'étais pas au courant, mais nous sommes le 13 mars 2025. On se remémore un peu des actions marquantes de la saison. Qui est sur le terrain, Titouan, au moment d'un tir au buzzer en overtime contre les Portland Trail Blazers? Alors, du coup, Michael Bridges. Oui.
je prends pas trop de risques. Brunson. Brunson n'est pas sur le terrain, non. C'est un match sans Brunson. Du coup, il doit y avoir Maoji Anunoby. Oui. Karl Anthony Towns. Oui. Josh Hart. Josh Hart. Et le dernier, une mariée écossaise. Waouh, une mariée écossaise. Attends, il y a un joueur des Knicks qui avait un nom un peu. J'en profite parce que t'as pas écouté les anciens numéros, donc je recycle mes indices. La mariée écossaise. Attends, je cherche un nom des Knicks qui fait un peu écossais, mais j'ai pas. C'est pas McGonagall. Elle est encore à Poudlard, McGonagall. Ah, ils ont Dylan Wright. C'est pas Dylan Wright, ça fait un peu écossais. Non, plus important dans la rotation. Vraiment, le meneur backup. Ah, waouh! Miles McBride. McBride, évidemment. McBride, tout à fait. Wow. Et côté Blazers, alors? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast avec toi, faut que je me remette sur tes jeux de mots. Ouais. Du coup, il devait y avoir du Anthony Simons, d'ailleurs. Pas sur le terrain, non, pas à ce moment-là. Ok. Avdia. Oui. Avdia, Shaedon Sharp. Oui. Donc il devait y avoir du Toumani Camara pour le défendre. En fin de match. Il n'était pas là sur ce match. Il y avait quelqu'un qui était toujours prêt. Qui c'est qui est toujours prêt? Attends. Qui c'est qui va dans la forêt planter la tente et faire des veillées au coin du feu? Ouais, je l'ai pas. Mais est-ce qu'il y avait Scoot Anderson? Ben oui, Scoot Anderson. Scoot toujours prêt. Oui, mais Scoot, ok. Ouais, d'accord. Parce que je me suis dit, s'il veut faire un mot avec Scoot, il va le faire avec Scooter et tout ça. Mais... Scoot Anderson, Avdia, Shaedon Sharp, il t'en manque 2. Un protecteur de cercle, Klingan. Exactement. Klingan est là, en pivot. Et le dernier... Le dernier, il a un jumeau en NBA, mais on ne sait pas que c'est son jumeau. On pense que c'est son frère, mais je crois que c'est son jumeau. Exactement. Chris Murray, le jumeau de Keegan Murray, alors qu'il se fait drafter 2 ans plus tard, non, je crois. 1 ou 2 ans plus tard. 1 an plus tard. Ouais. Deuxième joueur du jour, on peut aller sur Anthony Simons, si tu veux bien, qui pour l'instant est encore à Boston, mais peut-être pas pour longtemps, on ne sait pas. Anthony Simons, 33 minutes par match avec les Blazers, 70 matchs, 19 points et 4 assists de moyenne également, 25% d'usage, mais une efficacité qui est un peu en dessous de la moyenne, moins 3%. Pourtant lancé, on était sur une équipe qui était également devenue compétente en deuxième partie d'année, et la création un peu de Anthony Simons faisait du bien. Ouais, bah j'ai un peu le hors contexte sur Simmons parce que j'ai regardé après le trade, parce que comme dit, j'ai pas regardé beaucoup Portland cette année, et du coup, vu que je l'ai regardé après le trade, j'ai mangé pas mal de matchs d'affilée. Et je trouve, alors il y a quelque chose qu'on savait déjà avec lui et qui n'a pas changé, c'est le fait que ce soit un shooter vraiment élite. Enfin, t'as énormément de volume et la réussite, je crois que t'as 50% de ses tirs, c'est à 3 points, et t'es sur plus de 37% à 3 points, donc t'as vraiment du volume. Et attends, juste 37, mais avec des pull-ups, hein. Donc en vrai, je pense qu'il est meilleur que 37, quoi, en gros. Oui. Et mais moi, chose que je valorise beaucoup chez lui, c'est que dans son 3 points, il y a aussi pas mal de shoot en mouvement. Oui. Alors tu as dit, il y a du pull-up, mais c'est pas aussi que du catch and shoot en spot-up dans le corner. T'as du shoot en mouvement, et ça comme les Duncan Robinson, les Sam Hauser, tout ça, et j'accorde beaucoup de valeur à ça parce que c'est ça donne un profil qui est beaucoup plus dur à défendre qu'un joueur qui campe dans le corner. Et comme tu l'as dit, il y a eu pas mal de progression. Enfin, moi, j'ai vu pas mal de progression sur le drive, sur la création pour les autres notamment, suite à un drive ou sur du pick and roll. Et c'est des choses que j'avais pas vues chez lui il y a encore 1, 2, 3 ans. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que, notamment à cause de sa taille, moi j'avais noté une difficulté à accéder et à finir au cercle. Où il a encore un peu du mal à encaisser le contact, et d'ailleurs parfois il fuit même le contact, et du coup il n'est pas très efficace au cercle, et donc voilà, donc on a un joueur qui a progressé sur la création pour lui et pour les autres, donc ça c'est très intéressant, mais il y a quand même des limites qui font que je pense pas que tu pourras lui donner plus de création plus qu'outre mesure, parce que tu vas forcément avoir sa limite de par sa taille et sa finition au cercle et son accès au cercle, qui vont le limiter dans son efficacité en fait à créer, notamment pour lui-même. C'est d'ailleurs pour ça que t'as pas mal de pull-up comme tu disais. Et voilà. Et défensivement,
Défensivement, je suis pas très fan de ce que j'ai vu. Alors ça va être un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est un joueur qui donne, enfin, qui a l'envie. Mais en principe, on dit souvent qu'un joueur qui a l'envie, souvent c'est pour compenser la taille ou des choses comme ça qu'il n'a pas. Et je pense que Simon c'est pas mal limité défensivement par sa taille, justement. Ouais, alors pour le coup, la défense, je trouve que c'était pas mal, mais parce que je pars aussi avec des standards et des attentes qui sont très basses de base, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, je trouve qu'il, voilà, dans une bonne défense de Portland, deuxième moitié de saison, c'était pas un mec qui crée des différences, mais il faisait pas tâche, je trouve. Je trouve que c'était pas la folie, mais comme tu dis, les bons efforts, la bonne envie, premier rideau correct, on va dire, navigation d'écran, on bataille un peu. C'est pas un mec qui va te faire des lignes de passe, protection de panier, on est d'accord, mais je trouve que ça fait pas tâche, et donc au final, ça me va, c'est du correct, plus ou moins, mais du correct. Et l'attaque, moi, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que, en fait, le drive est là depuis 2-3 ans. Et c'est ce qui me plaît parce que de base, moi, je suis pas fan du tout du joueur à l'époque où il explose un peu très jeune à côté de Lillard, où c'est vraiment un mec de pull-up à 3 points et tout le monde dit ouais, c'est une star parce qu'il est jeune et qu'il met des points. Et moi, j'étais en mode, ben non, il manque un peu le drive, quoi. Et finalement, il l'a développé. Et presque, je suis un peu déçu cette saison parce que le drive est pas bon du tout. On a 1,06 points par possession sur des tirs points par tir sur des tirs en fin de drive. Donc, lay-up plus lancer franc provoqué sur des drives, etc. Finalement, on est dernier quart de NBA, quoi, parmi les gros drivers, en tout cas les drivers réguliers. Et c'est vrai que d'habitude, tu vois, il est quand même un peu plus au niveau moyen de NBA, parce que toucher de balle, parce que plein d'éléments quand même assez intéressants. Donc presque, je trouve que la saison est un peu décevante de ce point de vue-là, et c'est ce qui fait que, tu vois, on a parlé du shoot à 3 points qui était très bon. C'est pour ça que le niveau moyen et général d'efficacité, il est un peu en dessous de la moyenne. Alors que le shoot est très bien, c'est que le drive est un peu déficitaire. Mais j'avoue que j'aime bien aussi l'aspect de passing qui s'est développé également depuis 2-3 ans, où c'est un peu les basiques, quoi. C'est les basiques, c'est pas génial. Donc au final, tu as quand même un profil qui, on est d'accord, personne n'a d'ambition pour que ça devienne un All-Star ou un créateur à haut volume, haute rentabilité. Cela dit, je pense qu'on confirme quand même depuis 2-3 ans le fait que oui, on n'est pas juste sur le petit joker en sortie de banc, un peu juste pétard mouillé, et puis voilà, quoi. Je pense que c'est un mec qui, on verra, alors Boston n'est plus une bonne équipe l'an prochain, mais je pense que c'est un mec dans une bonne équipe, peut te faire les 25-28 minutes de jeu par match en sortie de banc, quoi. C'est juste que là, à Portland, il n'y avait plus personne, donc il fait des 35, 34, 33 minutes par match, et gros volume. Mais je pense que c'est moins que ce qu'on pense, un joueur de, tu sais, le score dans le vide de mauvaise équipe. Je pense que c'est un mec qui, de par son jeu on et off ball et une défense qui peut être correcte, peut être dans une rotation de très bonne équipe aussi, quoi. C'est pas juste le mec qui t'as des ballons que parce que t'es Wizards 2025 et que c'est atroce, quoi. Oui, puis c'est surtout, je pense, à un joueur. Alors pour le coup, les Celtics sera plus trop le cas l'année prochaine, mais c'est un joueur qui, je pense, pourrait, on l'a dit, c'est un joueur qui a progressé au drive, mais qui vit encore beaucoup sur ses pull-ups parce que il a des difficultés à accéder et à finir au Ouais. cercle. Et même sur ce qu'ils appellent le in-between game, donc vraiment le short mi-distance, où en fait t'as pas mal enfin c'est pas très efficace, il prend peu de tirs à ce niveau-là et c'est pas très efficace et finalement quand tu regardes il prend quand même beaucoup de shoot à 3 points et de mi-distance, mais je pense que il a aussi jamais été dans une équipe, alors très bonne, mais surtout ces dernières saisons, mais surtout il a jamais eu un très bon spacing. Et je pense qu'il fait partie de ces joueurs qui gagneraient à avoir un meilleur spacing pour accéder plus facilement au cercle, tout simplement. Ouais, et puis encore une fois, dans une vraie équipe compétitive, je pense que moi je lui retire un peu de création et je lui donne aussi plus de tirs faciles, ce qu'il a pas trop eu parce qu'il n'y a pas de très bons playmakers aux Blazers, quoi. Donc on a dû un peu forcer depuis 2-3 ans sur de la création on-ball, alors que je pense que l'intérêt, ça serait de le retrouver quand même beaucoup plus assisté. Tu vois, notamment, on a un mec qui depuis 2 ans est à 36% de paniers assistés et 38% de paniers assistés. Pour moi, c'est un mec qui doit être autour des 55-60, quoi, de paniers assistés, avec un peu de création par la main, d'accord, mais une majorité un peu plus de off-ball. Ce qui était d'ailleurs en début de carrière, hein, à côté de Lillard, il était autour des 50-53% de paniers assistés. Je pense que là, autour des 30 et quelques, on est un peu trop bas. Donc j'ai aussi bon espoir de me dire que alors là on est théorique, hein, c'est pas l'exercice du jour, mais peut-être qu'à Boston l'an prochain ou peut-être ailleurs, je ne sais pas, on a un peu plus une version un peu plus typée role-player. Mais après, dans l'exercice du jour, on est un peu obligé de prendre ce qu'on a eu, et donc on a eu un plus gros volume, mais pas hyper efficace. Donc classement, où est-ce qu'on imagine un peu ce package de Anfernee Simons?
Du coup, pas très haut, hein. Je regarde le classement là, je dirais. Parce que t'as quand même le shoot elite qui, dans la NBA actuelle, a quand même beaucoup de valeur. Euh, Mais tu vois, je regardais, enfin, je me dis par rapport à des Kobe White, des Dante DiVincenzo, tout ça, pour moi, il y a quand même beaucoup plus de connecting et de défense en plus. Ouais, je pense que je descendrais vers peut-être vers du Caruso, Dylan Brooks, tout ça. Ah ouais, donc tout en bas du C'est pas classement du pour tout le les coup. mêmes profils. Bah, en fait, je vois. Ça m'embête parce que le shoot est vraiment bien, mais comme tu disais, tu vois, il a progressé à la création, mais pour une efficacité pour l'instant qui est pas si bonne que ça. Et d'ailleurs, on parlera d'un autre joueur qu'on a sur les 5 là de Holiday, qui lui, pour le coup, c'est l'inverse. T'as moins la création, mais t'as l'efficacité. Non, mais ça me dérange pas de le mettre un peu bas, mais alors ce qui me dérange, c'est la distance avec Kobe White et Jalen Green, même surtout Ouais, en fait, tu vois. Green, c'est ce que je regardais, Jalen Green, il ouais. lui fait dans une équipe qui est plus sexy, donc on a ce côté, peut-être on le valorise plus, biais collectif. Mais Green, c'est encore moins efficace pour plus de ballons, pour aussi une défense qui est sympathique, mais peut-être un peu meilleure quand même la défense de Green, mais il y a moins de passing également, tu vois. Je sais pas. Moi, je pense que je mettrais Anthony Simmons pas loin de Jalen Green, voire même un peu au-dessus de Jalen Green, hein, parce que littéralement, leur fonction, c'est de scorer, et il y en a un qui est quand même encore moins efficace que l'autre. Donc au final, tu as moins de valeur, quoi. Si ta fonction principale, c'est de scorer, mais que tu le fais mal, je pense qu'on. Ou alors, il faut descendre Jalen Green, peut-être. Bah, justement, en fait, j'étais en train de me dire, parce que le mettre autour de Van Vliet, Jalen Green, ça me dérange pas, mais par contre, du coup, bah, on en avait parlé, mais t'as du Hachimura ou bah, même du Ford, on disait qu'on voulait remonter, qui eux, pour le coup, sont vraiment positifs des deux côtés du terrain et peuvent peut-être ont moins la création, mais par contre, sont plus efficaces dans ce qu'ils font. Parce que je vois qu'il y a un mec comme Devin Vassell qui est un peu plus bas aussi dans ce côté créateur un peu secondaire. On peut descendre un peu tout le monde là-dessus. Ouais, est-ce qu'on ferait pas un Vassell, Green et Anthony Simons, quoi, Ouais, un espèce de tir groupé là? oui, qu'on peut même descendre plus bas que là où est Devin Vassell. On peut même les descendre au niveau même Kayson Wallace. Caruso, tu disais aussi, non Ça peut s'imaginer, ouais. Ça peut s'imaginer. Donc, Bah, ouais. comment est-ce qu'on les classe d'abord Green ou d'abord Simmons comment tu vois ça? Bon, c'est le même tir à peu près, hein. Ouais, après, je pense que je mettrais peut-être Simmons juste devant et pour le shoot, pour vraiment le côté élite du shoot. Euh, Ouais. ouais, Est-ce qu'on moi je descend ferais Simmons, Green, Vassell et je les descendrais peut-être bah, en dessous d'Harrison Barnes, Allez, parce que du coup, alors Ford on l'a monté. c'est ça. Ok. Faisons comme ça alors. Je te demande pas à toi de descendre aussi Nembard dans ce lot, mais je sais que j'aurai une réponse négative. C'est pour ça que je te pose pas la question. Mais ok, très bien. Faisons comme ça. Alors faisons comme ça. Un tir groupé avec Simmons, Jalen Green et Devin Vassell à peu près à ce niveau-là. Et donc petit quiz pour terminer. Nous sommes le 20 décembre 2024 et c'est un tir au buzzer contre les Denver Nuggets. Alors pas au buzzer de fin de match, hein, mais un tir au buzzer de fin de quart-temps, je crois. Qui est sur le terrain le 20 décembre 2024? Bah, il devait y avoir Shaden Sharp. Oui, toujours. S'il y avait Klingan. Klingan n'est pas sur le terrain, non. Terrain, contre. L'homme qui a été drafté devant Luka Doncic, malheureusement. Ah bah, DeAndre Ayton. Exactement, Ayton. Toumani Camara. Pas sur le terrain, non. Non, non. Bah, Avdia, du coup. Avdia, oui, tout à fait. Ouais. Et il m'en manque un. Ouais. Et Jeremy Grant. Oui, exactement. Jeremy Grant, tout à fait. Et côté Denver, alors? Bah, du coup, on a du Jokic. Oui. C'était un match serré. On a du Murray, Aaron Gordon. Oui. Michael Porter Jr. Oui. Et Christian Brown. Non. Et le free agent le plus médiatisé de l'histoire? J'ai l'air d'Andre Jordan. Non, l'autre. Un autre mec de la... Russell. Exactement. Russell Westbrook, tout à fait. Tout à fait, tout à fait.
troisième joueur du jour, Jrue Holiday, si tu veux bien, 32 minutes par match, 62 matchs du côté des Boston Celtics, 11 points et 4 assists de moyenne, mais c'est pas tant ça l'intérêt du profil. 16% d'usage, également très sobre comme volume d'utilisation, et une efficacité qui est à 98 de true shooting plus, donc c'est-à-dire moins 2% relatif à la moyenne, peut-être on en reparlera. Mais c'est vrai que pour te lancer, on est sur une deuxième saison consécutive à Boston où il s'est métamorphosé en role-player en fait. Bah, en fait, pour le coup, je pense qu'Holiday, je vais faire assez vite avec lui parce que je m'étais noté dans mes notes, même joueur qu'en 2024, avec encore un peu plus de 3 points. Mais bon, ça c'était un peu la caricature des Celtics en 2025. Mais par contre, efficacité qui a chuté parce que les 3 points sont entre guillemets pas rentrés, qui était que à 36%. Mais ouais, je m'étais noté, en fait, c'est le même joueur que 2024, mais en moins efficace, Ouais. tout simplement. C'est un finisseur, connecteur, un peu ce profil de 3&D, on va dire, mais avec un peu de passing, mais dans un rôle limité. Et sauf que cette année, le shoot est un peu moins rentré que l'année d'avant. Et je pense que c'est une des premières victimes de la défense un peu binaire, j'ai envie de dire, qui se met de plus en plus en place en NBA sur le 3 points. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on rentre dans une ère où soit tu es un shooter élite, soit on te défend pas, en gros, si je schématise. Et du coup, je pense que Holiday, il y a eu pas mal de matchs où en fait les défenses adverses se sont dit, bon, les Celtics, ils ont 5 shooters, sauf que le drive et l'accès au cercle restent quand même la chose la plus importante à défendre. Du coup, il faut qu'on laisse un joueur ouvert et du coup, tu vas laisser le moins bon shooter ouvert. Et il s'avère que le moins bon shooter ouvert, ça a été Holiday cette année, parfois Horford. Et pourtant, quand tu regardes, Holiday, 36% à 3 points sur un bon volume, tu dis ça reste quand même un bon shooter. Et pourtant, il n'était pas respecté par les défenses parce que les défenses ont dû faire des choix. Et donc voilà. Donc je pense que ouais, en gros c'est le même joueur que l'année d'avant, mais quand même moins mis à les shots à 3 points. Il y a le fameux match à Memphis où on met Jaren Jackson sur lui et en fait et sur le safety en fait le pivot défensif pouvait être un peu placé sur lui pour rôder autour du panier, mais c'est marrant, on en parlait aussi l'épisode d'avant sur Jaylen Brown où je pense que les équipes ont un peu hésité entre les deux selon les cas, tu vois, entre est-ce qu'on met plutôt le pivot sur Jaylen Brown ou est-ce qu'on le met plutôt sur Jrue Holiday. Je pense que moi si je devais choisir je le mettrais plutôt sur Jaylen Brown, je t'avoue. Jrue Holiday, c'est quand même un mec qui était depuis la période depuis les 2020 en fait, mais à Milwaukee 40%, ensuite 42%, 39%, 43%, et là effectivement c'est tombé à 36%, mais je pense que c'est pas statistiquement significatif à mon avis, c'est juste que voilà, c'est pas non plus un gros échantillon, c'est 300 tirs, bon il a fait 36%. Mais je veux dire, je pense pas qu'il faille s'alarmer, c'est juste une saison comme ça, mais comme tu dis, le problème pour lui, c'est que vu que c'est un peu devenu son tir principal, plus de la moitié de son jeu, petit volume, que des 3 points, et quand ce 3 points rentre un peu moins que d'habitude, l'efficacité générale est un peu plus basse, mais je pense pas qu'en termes de valeur, on est quelqu'un qui soit moins valuable finalement que l'an passé, si ce n'est que j'ai eu l'impression cette saison de voir un mec qui voulait encore moins shooter que d'habitude. Il y a peut-être une blessure d'ailleurs qui traînait, blessure à la main, il me semble, je crois. Mais tu vois, cette année, je me suis fait la réflexion de assez régulièrement, mais il est sous le panier et plutôt que prendre le tir, tiens, il ressort à 3 points. Tu te dis, waouh, super, le connecteur qui fait le lien entre un joueur et l'autre. Et en fait, il y avait une réticence à tirer que j'ai trouvé un peu plus grande que d'habitude. Et également, j'ai moins retrouvé qu'en 2024, les séquences, non pas fréquentes, mais occasionnel de, tu sais, Jrue, ça reste quand même un ancien porteur de balle qui peut cibler, qui peut attaquer parfois le 1 contre 1, parfois le plus petit, en post-up, en isolation. Je pense que ça a été là encore en cette année. On est peut-être c'est de la nuance, mais je trouve que c'était un peu moins présent. Mais voilà, globalement, pour un peu décrire la différence, les mini-différences entre 24 et 25, et du reste, ça reste toujours un mec qui défensivement apporte beaucoup de flexibilité à cette défense. La créativité tactique de Mazzulla part aussi du fait qu'il peut utiliser Jrue Holiday un peu n'importe comment, notamment, Tatum est aussi là pour défendre les gros, pour permettre que Cornet ou Porzingis soient off-ball en safety, mais Jrue Holiday aussi peut défendre à peu près tout, toutes les positions, tous les rôles, dans une zone, dans une défense homme-homme. En fait, cette créativité tactique vient aussi de Jrue Holiday et sa capacité, sa polyvalence en fait. Oui, de toute façon, c'est vrai que j'avais parlé que de l'attaque, mais défensivement, pour le coup, j'ai pas grand-chose à redire. Ça reste un des meilleurs défenseurs extérieurs, et avoir la doublette avec White te permet, comme tu dis, une flexibilité, te permet de switcher, de naviguer dans les écrans. En plus, c'est un joueur qui est assez épais, Ouais. du haut du corps, et du coup, il peut défendre un peu plus gros et un peu plus grand que
que sa taille en fait. Du coup, et Derrick White est un peu comme ça aussi parce que Derrick White est très long. Donc ouais, défensivement, il est toujours très intéressant. Et comme tu dis, ça reste, je pense que ça reste un shooter, un très bon shooter à 3 points. C'est juste que cette année, on est un peu dans une année sans, et vu que là, enfin, ce podcast est là pour évaluer, pas l'année prochaine, pas l'année d'avant, mais l'année qui vient de s'écouler. Donc forcément, ça le fait baisser un peu dans le classement. Et donc justement, classement, effectivement, ne nous attardons pas, on connaît bien le profil. Mais où est-ce qu'on l'imagine alors, ce profil-là ? Alors du coup, moi je l'avais mis un peu en dessous, enfin moi dans mon classement des 5, j'avais mis en dessous de Simons, donc forcément j'aurais tendance à le mettre en dessous de Simons, et du coup, on avait dit vers Harrison Barnes et tout ça, donc un peu en dessous du groupe qu'on a fait descendre, là, Jalen Green, Devin Vassell, tout ça. Je le mettrais... En fait, pour moi, il va bien avec le trio Kayson Wallace, Alex Caruso, enfin le duo du coup, qui fera un trio avec Holiday. Et Dylan Brooks, qui est juste en dessous. Et Dylan Brooks. Après, Dylan Brooks, t'as vraiment la défense, mais t'as pas le shoot. Enfin, le shoot est très variable, on va dire. Mais oui, je le mettrais avec ce trio-là. Après, où exactement comme tu disais, le problème d'Alex Caruso, c'est le minutage. Caruso, j'en parle pas. J'arrête d'en parler, moi. Ouais. Non, mais par rapport à Wallace, tu vois, par rapport à Wallace, c'est intéressant parce qu'il joue quand même plus un jour l'idée. Et j'ai l'impression que Wallace est un peu plus viable en attaque sur le shoot, le drive. Un peu plus fluide, un peu plus jeune. Cela dit, j'aime quand même beaucoup l'aspect de connecting encore plus fort chez Jrue. Et c'est aussi pour moi la différence avec un Dylan Brooks qui met 40% de ses 3 points. Donc ouais. c'est bien, mais qui n'a pas du tout ce côté liant et qui apporte de la fluidité au jeu. Donc je dirais quand même à peu près dans ce groupe, mais peut-être au-dessus de ce groupe au final. Tu vois. Ouais, au-dessus de Kayson Wallace. Quoi. Oui, c'est 63, 64, un truc comme ça, ouais. Ouais, ça me va. Mais c'est vrai que du coup, on peut en discuter, mais est-ce que tu voudrais pas reclasser un Toumani Camara un peu à la baisse vers ces gens-là, c'est ça ? Ouais, pour moi, tu vois, Toumani Camara ou Dylan Brooks, pour moi, c'est un peu le même range. Alors, les deux sont de très bons défenseurs. Après, offensivement, les deux ont le shoot, mais voilà, qui demande un peu confirmation, on va dire, notamment pour Camara. Pour Brooks, on sait que c'est un peu plus variable. Donc ouais, je le mettrais au-dessus de Dylan Brooks, Camara. Dylan Brooks et Camara, ça me dérange pas. Après, est-ce que la défense off-ball de Camara est quand même pas supérieure, voire même bien supérieure aussi à un mec comme Brooks, tu vois. Brooks, c'est un peu du on-ball très fort. C'est bien, il peut un peu défendre des gros parfois. Mais Camara, il y a quand même plus de rayonnement en termes de protection de panier, en termes de on-ball, c'est aussi tout aussi bien, voire même peut-être un peu mieux. Non, mais ça me... Au-dessus de Brooks, ouais, un peu dans ce groupe-là, quoi. J'aimerais bien le coller avec Holiday, je t'avoue. Et donc, petit quiz pour terminer. Nous sommes le 3 janvier 2025. C'est un contre les Houston Rockets. C'est un match de tout début janvier 2025. Mais qui est sur le terrain au moment de ce contre spectaculaire Jrue Holiday qui contre un step back à 3 points. Donc, du coup, Jrue Holiday. Ouais. Il y avait Tatum. Oui. White. Non, pas White. Il y avait une photo de profil. Ah oui, c'était pas en fin de match. Okay. Je croyais que tu parlais de fin de match. Non. Juste un step back à 3 points. Si je te dis photo de profil, ça te dit... Comment est-ce qu'on dit photo de profil ? Ouah, attends, je l'ai pas. Profile Picture. PP. Ouah, Peyton Pritchard. Exactement. Tout à fait. Donc Jrue Holiday, Tatum, Pritchard. Un petit protecteur de cercle qui se balade par là. On a du Porzingis. Non, c'était Cornet. Non plus. Alors Ford. Non plus. Ah, attends, c'était pas la période où Keita il jouait. Exactement, Nemas Keita, ouais, tout à fait. Ouais. Le dernier, il s'appelle Titouan. Sam Hauser. C'est Sam Hauser, tout à fait. Ton sosie, Sam Hauser. Et alors, côté Rockets Et côté Rockets, du coup, on a. Si c'est un pull-up, c'est Jalen Green. Exactement, c'est Green qui se fait contrer le step back à 3 points. Ça, c'est pas surprenant. Est-ce qu'on a du Van Vliet ? Non, pas sur le terrain, non. On a un autre meneur sur le terrain à ce moment-ci. Ils ont un autre meneur, allez. Un autre meneur qui connaît bien Jrue Holiday d'ailleurs. Il le connaît très bien. Ah, Aaron Holiday. C'est Aaron Holiday, c'est son frère, effectivement. Ouais. Aaron Holiday. On a quelqu'un qui aurait pu jouer avec la sélection All Black, mais finalement, il a choisi un autre sport. Steven Adams. Exactement. Aquaman, Steven Adams.
Et puis ensuite, on a un jeune qui, je trouve, a fait de bons progrès en année numéro 2, moi. Mais il n'y a plus de place, il a été envoyé à Washington. Tellement il n'y avait plus de place aux Rockets. Cam Whitmore. Exactement, Cam Whitmore. Et le dernier, il est là depuis l'époque James Harden. Et oui. Wow. Je crois que c'est le dernier survivant de la saison 2020. Jeff Green ? Non. Non. Jeff Green, il était... Il a commencé à apparaître l'année où Harden... Enfin, c'est l'année où il se fait échanger. Donc Harden veut déjà partir, mais dès la saison 2020, il est là. Il est là, un joueur non drafté. Un joueur... attends, je sais pas si j'aurais... Ah putain, un joueur non drafté. Donc c'est pas Tari Eason, c'est pas Jabari Smith, Non. c'est pas Thompson, c'est pas Shepard. Je vais tous les faire. Brooks, il était à Memphis. Şengün, il est drafté. Il est de Ohio State, il me semble. Non, pas Jock Landale. Il a fait 4 ans à Ohio State. Attends, j'en ai oublié un. All Rookie First Team 2021. All Rookie First Team. Apparemment. Jason Tate. Jason Tate, exactement. Jason Tate, c'est lui qui est sur le terrain à ce moment-ci. Okay. Donc on avance, quatrième joueur du jour, allons sur Pascal Siakam, 32 minutes par match pour Siakam, 78 matchs, quasiment 20 points et plus de 6 rebonds et demi de moyenne également, 25% d'usage pour Pascal Siakam, et en termes d'efficacité, on est sur du plus 7 relatif à la moyenne, plus 4 relatif à la moyenne, excuse-moi, j'ai mal noté. Donc voilà, quand même plutôt efficace sur un bon volume, et pour te lancer, on est sur quelqu'un qui a aidé les Pacers à aller en finale NBA, c'est quand même pas rien. Ouais, non, très bonne saison de Siakam. Aux Pacers, il y a beaucoup de mouvements de balles. Et du coup, on a un Siakam qui a été plus utilisé en tant que finisseur par rapport aux années précédentes, on va dire. Et du coup, tu as beaucoup plus de tirs assistés au cercle, à mi-distance, à 3 points. D'ailleurs, je crois qu'il fait sa meilleure saison en carrière à 3 points. Et voilà, on est notamment dans la zone du flotteur. Alors peut-être que j'ai trop les playoffs en tête, mais il y a beaucoup de jeux mi-distance pour lui. Alors d'autres choses que j'avais notées, il y a pas mal de post-up. Et d'ailleurs, j'avais noté, il y a 18,3% de post-up. Parmi tous les joueurs NBA qui ont joué au moins 50 matchs, il est 4e en termes de volume. Donc la fréquence de post-up par rapport à son propre jeu. Non pas par rapport aux autres, mais lui, son jeu est constitué à 18% de post-up, ce qui est un des plus gros taux de NBA. Ouais. Il est en compagnie de gars comme Şengün ou Jokic, comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, en termes de... Donc, si on prend les joueurs qui ont un certain volume de post-up, donc on va dire au moins 10% de post-up, Siakam a la 4e meilleure efficacité, avec 1,08 points par possession. Donc il est devancé par DeRozan, Randle et un Serbe là, de Denver, je connais pas trop. Donc voilà, donc c'est pour dire que Siakam cette année c'est beaucoup plus finisseur, moins créateur de son propre shoot, mais il y a quand même, notamment sur post-up, où quand il devait créer son tir, c'était quand même plutôt efficace, et sa meilleure saison au shoot à 3 points, donc non, on est sur vraiment une vraie bonne saison de Pascal Siakam. C'est vrai que le premier truc à noter, déjà, c'est le 3 points, tu l'as dit. On avait un mec qui était potable à 3 points aux Raptors, mais un peu irrégulier. On est quand même sur une fin de saison l'an passé, plus cette année, à 39 ou 40% à 3 points. Donc ça, c'est bien, pour le coup, parce que c'est un bonus qu'on n'espérait pas forcément à ce niveau-là. Donc le 3 points, mais surtout, comme tu dis, le profil assisté versus non assisté, on est monté à 67% de paniers assistés, c'est son plus haut total en carrière. Le plus haut depuis son année rookie, mais on s'en fiche, il y a quelques minutes par-ci par-là. Mais tu vois, aux Raptors, il était autour des parfois 40, 37% à peine de paniers assistés, 40, 59, 54, et boum, ça monte à 67 cette année. Cela dit, toujours faire attention avec les Pacers et leur fameux panier assisté, parce qu'en fait, tu vois, alors il y a un côté où, certes, il y a très peu de dribbles, donc il y a un dribble ou deux et passe décisive, mais tu vois, il y a aussi un côté, je pense, où c'est le jeu de transition, c'est le rythme, c'est les cuts, et presque, c'est de la création offensive un peu indirecte, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire que quand Siakam est assisté sur une contre-attaque, certes, c'est assisté
en même temps, l'action existe aussi parce que le mec s'est projeté très vite, et qu'il a plongé dans le dos, qu'il a fait ci, et qu'il a fait ça, et que c'est un peu lui qui crée l'action aussi en un sens, quoi. Donc c'est un peu là-dessus où je pense que les Pacers, leur stade de panier assisté est un peu relativisé parce que le style de jeu est un peu particulier. Mais je te rejoins aussi que de l'autre côté, il y a 3 points. Il y a la contre-attaque, la transition, le rythme que ça peut mettre sur contre-attaque, mais aussi sur demi-terrain. Et le post-up est un peu clé pour moi parce que c'est tellement une attaque dangereuse de par le mouvement que pas mal d'équipes se mettent un peu à switcher pour justement donner aucun décalage à Liberton pour pas déverrouiller un peu le passing. Mais donc qui dit switch dit mismatch, et qui dit mismatch dit Siakam au poste bas. Et c'est un peu une des clés pour moi des playoffs, mais toute la saison, c'est de voir à quel point Siakam et Turner ont été capables de punir ces switches au poste bas. Et tu vois, si c'est des post-ups, c'est pas comparable à quand c'est Jokic qui fait des 1 contre 1, quand c'est Embiid qui fait des 1 contre 1, où eux, ils initient l'attaque sur des 1 contre 1 en post-up. Siakam, c'est plus du post-up de finition, de punir un mismatch, mais dans le contexte des Pacers, c'est vrai que c'est quand même assez important, quoi. Ouais, totalement. Le seul petit point noir, on va dire, que je noterais, c'est sur le fait que quand il finit souvent au cercle, et là, c'est post-up ou voilà, ces situations de finition au cercle, on est quand même souvent sur, il a souvent son petit flotteur ou quand il fait son turnaround là, il a encore du mal, je trouve, à finir au cercle. Euh, alors pas en termes d'efficacité, mais vraiment en termes de volume, à finir régulièrement au cercle. Je trouve qu'il a tendance à souvent privilégier le shoot justement dans le short mi-distance plutôt que d'essayer d'accéder vraiment au cercle. Oui, C'est après, le petit défaut que je noterais, on va dire, entre guillemets. Mais malgré ça, il est quand même, tu l'as dit, à 104 de true shooting plus, donc 4 points au-dessus de la moyenne. C'est quand même, c'est quand même très bon. Et puis après, la défense, on est moins surpris. On va dire, c'est un peu plus ce à quoi on s'attendait depuis l'époque des Raptors, hein, c'est-à-dire une défenseur de switch extrêmement polyvalent. Je pense que là encore, c'est une des clés de voûte de la défense. Il y a que Siakam, pardon, il y a que Turner qui pouvait pas trop switcher, mais du reste, on avait quand même un Siakam qui permettait un peu ça. Plus également l'apport off-ball de tout ce qui est la défense des stunts, notamment en tête de raquette, boucher l'espace, etc. Là-dessus, Siakam est excellent et les Pacers se reposent beaucoup là-dessus parce qu'ils n'ont pas non plus un protecteur de panier gigantesque en deuxième rideau incroyable. Donc en fait, la protection de la raquette se fait par un effort collectif de boucher l'espace, main droite, main gauche, etc. Siakam participe là-dedans magnifiquement. Et en plus, la protection de panier, où moi j'étais assez bluffé de voir son impact de protection de panier, notamment en playoff. Je pense que c'est les meilleurs matchs qu'il ait jamais fait en protection de panier. Donc tu vois, il y a un peu tout, quoi. Il y a un peu le switch on-ball, mais il y a aussi même off-ball, occupation de l'espace, stunt, playmaking défensif, et même donc les contres, parfois la protection de panier carrément au niveau de l'arceau. Ce qui fait qu'on a secrètement, c'était déjà une très bonne défense de NBA sur la deuxième partie de saison. En fait, les Pacers, ils arrivent en playoff, il y a un peu de surchauffe à 3 points, on a déjà expliqué, il y a leurs 3 points rentrent trop, les 3 points de l'adversaire rentrent pas, mais pas de manière anormale, mais malgré tout, c'est pas comme si c'était un truc qui sortait de nulle part. Il y a quand même une assise défensive qui secrètement était déjà très bonne aussi parce que Siakam était par là, quoi. Oui, totalement. Je pense vraiment qu'on est sur, je pense qu'on est sur une des meilleures saisons, si ce n'est la meilleure saison en carrière de Siakam. Et pourtant, c'est un joueur qui m'a énormément, enfin agréablement surpris. C'est un joueur pour lequel j'ai jamais été très fan, même surtout sur les fins à Toronto, là où en fait il prenait beaucoup de longs mi-distance, beaucoup de pull-up, et j'étais vraiment pas fan du Pascal Siakam go-to guy qui avait un peu la première option offensive, qui avait vraiment tous les ballons. En plus, il y avait pas un shoot à 3 points très fiable, etc. Là, il est beaucoup plus, on va dire qu'il a un peu assaini son jeu et beaucoup plus propre. Il prend toujours des mi-distances, mais c'est plus proche du panier, c'est plus les short mi-distances que les longs mi-distances. Son 3 points est venu et défensivement, comme tu as dit, il est toujours bon, voire même il a progressé. Donc, moi, je pense qu'on est sur la meilleure saison en carrière de Siakam. Oui, je suis un peu d'accord. Et donc, niveau classement, quels sont un peu tes points de repère pour le classer? Je t'avoue que j'avais un peu moins juste Randle en point de repère. Point de repère bas. Je pense que j'étais sur Kawhi, Franz Wagner, Jimmy Butler, donc j'étais un petit peu au-dessus. Parce que Randle, on l'a reclassé à la baisse. Hein. Souviens-toi, en début d'épisode, Oui, on l'a mis Randle au niveau de Maxey, Jalen Brown. Je pense que c'est des mecs là, Maxey, Jalen Brown, Jamal Murray, ça peut s'argumenter qu'ils ont plus de volume de création pure, mais que la valeur de la défense intérieure, notamment de Siakam,
plus une efficacité sur le registre un peu moins gros, mais tout de même, je pense que je serais prêt à faire passer Siakam au-dessus, et presque à les taper à la porte de Zubac en fait. Ouais, bah justement, je me disais, Zubac, Sabonis, où t'as Zubac, bon, t'as la défense intérieure qui est excellente, mais offensivement, il a le passing et tout ça, mais t'as peut-être pas la création et le 3 points forcément qu'a Siakam. Donc ouais, autour de Zubac, Sabonis, ouais, ça me dirait bien. Très bien. Ouais, bah, faisons comme ça alors. Faisons comme ça. Siakam à ce niveau aussi. Et donc, petit quiz pour terminer. Une action marquante de la saison. C'est évidemment le 20 juin 2025, un poster dunk au match 5 des finales NBA. Énorme poster dunk sur Jalen Williams, pourtant très bon protecteur de panier lui-même. Mais qui est sur le terrain au moment de ce poster dunk spectaculaire des finales NBA? Alors, Siakam, Miles Turner. Turner, oui. Est-ce que Haliburton Oui. est encore là, ouais. Attends, Siakam, Turner, Haliburton, Nembhard Nembhard et Nesmith. et Nesmith, tout à fait. Et côté OKC? Et côté OKC, du coup, on a du Jalen Williams, Ouais. SGA. Il y a SGA, tout à fait. Il y a quelqu'un qui est très ensommeillé, très fatigué. Exactement, Lou Dort. Quelqu'un qui est le MVP des 10 minutes par match. Caruso, exactement. Et Hartenstein. Non, pas Hartenstein. Non, Chet Holmgren, tout à fait. Cinquième et dernier joueur du jour, passons sur Darius Garland si tu veux bien, je te fais le topo également. Garland, 31 minutes de jeu par match, 75 matchs, 21 points et presque 7 assists de moyenne, 27% d'usage pour Darius Garland et une efficacité à plus 4 relatif à la moyenne. Bon, pour te lancer, on est quand même sur une saison du rebond. Après 2024 qui avait été très dure à cause de ses blessures notamment, on a retrouvé le grand Darius Garland qui a mené des grands Cleveland Cavaliers. Ah bah on est sur une saison, je pense que pas loin d'être élite, hein. Il a un gros usage, une efficacité qui est très bonne, euh, notamment mise en relation avec son usage. Et ouais, on est sur une excellente saison. Le shoot à 3 points, que ce soit volume plus réussite, est excellent. Surtout qu'il a juste 57% de ses tirs à 3 points qui sont assistés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de pull-up et malgré le fait qu'il ait pas mal de pull-up, il a quand même une efficacité à 3 points qui est à 40%, ce qui est énorme. En plus, il a bien shooté sur les mi-distances qu'il a pris cette année, globalement. Donc ouais, on a un joueur qui a super bien shooté de partout. Bon, on a toujours ce petit souci de finition au cercle, mais de par sa taille, forcément, je pense qu'il sera toujours un peu limité. Mais en fait, tous les autres voyants sont ouverts, quoi. Donc non, sur le shoot, le scoring, il est toujours, oui, il a progressé progressé, on va dire que c'est plus 2024 où il avait une année sans, parce que 2023, il était déjà très bon. Mais ouais, il fait une excellente saison. Moi, c'est sur le drive que j'avais noté. C'est quand même un driver plus en termes de volume. Il est à 14,5 drives par match. C'est 10e de NBA. C'est devant des Maxi, des Booker, des Butler, Giannis, etc. Donovan Mitchell d'ailleurs. Donc voilà. Et il y a surtout beaucoup de pick and roll. Forcément, quand tu as Evan Mobley et Jarrett Allen, qui sont de très bons roller et de très bons poseurs d'écran, ce serait dommage de ne pas en profiter. Mais ouais, non, offensivement, on est sur une excellente saison. Peut-être un peu sous-estimée, je trouve, de ce qu'on peut lire sur les réseaux dans différents médias. Les fameux réseaux. Sous-estimée. Voilà, toujours très fiable, on le sait. Et sinon, bah, défensivement, par contre, je trouve que c'est toujours un piètre défenseur, si je peux utiliser ce mot-là. Bah, c'est vrai que l'attaque, je te rejoins qu'il y a les limites un peu de taille au niveau du drive, sauf que dans les faits, quand tu prends tous les tirs en fin de drive, mais aussi les lancers francs provoqués, on est sur quelqu'un qui, parmi les gros drivers, comme tu l'as dit, plus de 10 par match, il en a fait 14, mais plus de 10 par match, il y a 50 gros drivers en NBA en 2025, il est 16e à l'efficacité.
16e sur 50. Donc en fait, on est non seulement au-dessus de la moyenne, mais on est même plutôt pas mal, quoi, tu vois. En termes de parce qu'il va pas directement sous le panier, mais en fait il est tellement fort aussi sur tout ce qui est flotteur, le toucher de balle un peu dans l'entrejeu, etc. Donc au final, c'est pas un drive qui est aussi implacable que d'autres, on est d'accord. Mais dans les résultats, pour de vrai, ce qu'on a eu, bah, il pouvait un peu finir ses drives avec ce toucher, avec aussi lancer franc parfois, même si c'est pas non plus la folie. Mais c'est quand même intéressant, quoi. Il y a un peu le côté, oui, alors taille dans la théorie, il peut pas aller au panier à volonté, mais bah, c'est plus efficace que Mitchell, que des Hero, que des Kyrie, que des Anthony Edwards, que des Cade Cunningham par exemple, que Jamont, etc. Alors, tout n'est pas comparable, hein, parce qu'encore une fois, il y a une question de volume, une question de peut-être aussi qu'il prend que les drives. Tu sais, un peu le syndrome Chris Paul, qui était toujours hyper efficace sur drive, parce qu'il forçait pas Chris Paul. Chris Paul, quand il n'y avait pas la place d'aller au panier ou quand le tir allait pas être grand ouvert, il le prenait pas, le tir. Je pense que Garland, il y a un peu de ça, mais pour de vrai, le drive, dans ce qu'on a eu, a été assez efficace, même plutôt bien efficace. Le 3 points est revenu, le pull-up, tu l'as bien développé, l'aspect de pas que des 3 points catch and shoot, mais vraiment la création de jeu, qui est aussi un élément tactique intéressant, je trouve, parce que les Cavs se servaient beaucoup de ce pull-up à 3 points de Mitchell et Garland quand tu fais face à une défense de drop, notamment, où le big voulait rester un peu bas. Hop, tu faisais dégainer les pull-up à 3 points de Garland et de Mitchell. Donc ça, c'était quand même très cool. Après, le passing, pour moi, c'est, je sais pas si c'est secret, je sais pas si c'est sous-estimé ou sous-coté, je ne sais pas, mais je trouve que c'est un moteur d'attaque assez exceptionnel, pour le coup. Et avec un passing de pick and roll qui est parmi, je pense, les tout meilleurs de NBA, à mon sens, avec voilà, il a pas la taille, il va pas chercher des angles de passe à la Doncic, LeBron et ce genre de grands playmakers. Par contre, il y a un côté dynamisme qui est vraiment excellentissime avec lui, une diversité de passes dans les angles différents à trouver qui est génial. Et c'est aussi sublimé par ces changements de rythme et de direction où en fait c'est le mec qui est toujours en contrôle, quoi. Tu vois, c'est pas le tiens, je fonce dans le tas en sortie d'écran, mince, je vais trop vite, je libère le ballon. Non, il y a aussi un côté manipulation de défense, mais un peu de passing, mais aussi sur dribble, tu vois. Le côté je fais feinte d'accélérer d'un côté, je reviens de l'autre, etc. Et ce qui fait que je pense que c'est un des meilleurs moteurs de pick and roll de NBA, à mon avis. Et si je devais mettre quand même tout de même un peu une nuance, c'est un peu la même que d'habitude, c'est-à-dire que c'est très bien, c'est du playmaking de très beau niveau, le scoring est revenu. Quid du côté un peu implacable de scoring. Et c'était un peu ma crainte en playoff. Alors, on n'a pas eu le temps de l'avoir parce qu'il était blessé en playoff et qu'ils ont été éliminés un peu trop tôt. Mais tu vois, je me projetais un peu sur potentiellement finale de conf contre les Boston Celtics qui allaient tout switcher. Je me projetais contre le Thunder, potentiellement aussi en finale NBA qui allait tout switcher, ou en tout cas beaucoup. Quelle est la force de frappe d'un Garland si tu lui offres pas ce décalage sur pick and roll où il peut déverrouiller son passing, mais si tu changes sur l'écran, on a vu en régulière que c'était un peu ça la limite par rapport au plus haut chapeau de NBA et aux meilleurs joueurs d'élite, c'est que en fait quand tu le forces à aller sur des 1 contre 1, il n'y a pas la même force de frappe en fait. Ouais, bah c'est ça, parce qu'en plus, tu vois, t'as pas le. Enfin, il a le pull-up, mais de par sa taille, il est limité. C'est le défenseur qui switch sur lui est assez grand. Par exemple, tu vois, tu disais à une potentielle Ouais. euh, match-up face à Boston. Je pense à je sais pas, à un Tatum ou même un Porzingis qui va switcher sur lui. Il pourrait se permettre, de par sa taille, le défenseur, de rester un peu plus bas pour éviter de donner le couloir de drive à Garland, mais tout en restant à portée de contre, ou du moins à portée de dissuasion pour le Ouais. pull-up. Et même à l'Orford, hein, tu vois, on a eu un match, le match où stoppait la série d'invincibilité des Cavs en début d'année. Orford est quand même génial sur ses switches face à Garland. Et comment est-ce que tu interprètes? Est-ce que c'est Orford qui est encore génial? Un peu. Est-ce que c'est aussi Garland qui a pas ce coup de rein? Et je parle de ça parce qu'on l'a pas eu en playoff, mais tu vois, on a eu quand même 4 matchs de régulière contre Boston. On a eu un peu ça. On a eu aussi 2 matchs de régulière contre OKC. On a eu un peu ça. Donc moi, c'est peut-être ce qui me fait le séparer encore du plus haut chapeau de NBA, c'est que le playmaking est génial, mais le scoring est peut-être un volume un peu plus réduit et un côté inarrêtable, implacable, qui est pas là, et je sais pas si ce sera là un jour en fait. Oui, puis en plus, je pense que, alors, il y a un côté, il y a un côté premier pas, explosivité, etc. Mais il y a aussi un côté taille, en fait, Oui, qui oui, fait que, bien sûr. bah, en fait, il va pas grandir maintenant, en fait. Et tu vois, par exemple, je regardais par rapport au classement, où est-ce que je le classerais. Et, euh, et tu vois, je me disais, par rapport à un Devin Booker, par exemple, le Devin Booker, il a la taille et le côté, je peux shooter au-dessus de mes défenseurs, si jamais il switch et que j'ai pas le décalage pour Ouais, driver. ouais, ouais. Garland n'a pas cette taille-là. Bah d'ailleurs, le classement, vu que tu commences à en parler, où est-ce qu'on imagine cet excellent Garland qui est de retour, ça fait plaisir. Mais où est-ce qu'on le met alors, ce Garland? Bah justement, tu vois, je me disais, est-ce qu'il pourrait pas gratter un peu le top 12, top 10 là? Et justement, je me visais entre
Devin Booker et Jalen Brunson un peu dans ce lot-là, là, entre 8 et 11, 8 et 12. Comme je disais, je trouve que Garland a un passing plus développé que Booker. Euh, mais Booker a le côté taille qui le rend peut-être plus implacable au scoring. Ouais, je le mettrais dans le lot là-dedans, hein. Jalen Brunson aussi a le scoring plus implacable. Il a pas la taille, lui, pour le coup. Je t'avoue que j'étais un peu plus bas. Je pense Ok. après c'est peut-être qu'Haliburton est trop haut, tu me diras. Mais tu vois, par rapport à Brunson et Haliburton, j'ai l'impression que eux, quand ils veulent, ils peuvent forcer un peu plus sur le scoring. Brunson, il Ouais. n'y a pas photo pour moi. Et Haliburton, il le fait pas tout le temps, mais quand il faut le faire en playoff, notamment, il l'a fait. Et on a vu que, ouais, tu vois, on parlait de taille, il a pas ces limitations-là, lui, au niveau de la taille. Donc, il le fait pas tout le temps, mais il peut. Moi, je t'avoue que c'est plutôt le chapeau des créateurs, mais un peu en dessous, un peu tout ce qui est Kyrie. Cade, Trae Young. Non, même encore en dessous, Kyrie, Ah oui, ok. Jalen Williams, Harden. Je pense qu'Harden, la comparaison est pas mal, parce qu'Harden fait une top saison au scoring pour des standards de grabataire. Enfin, maintenant qu'il est un peu vieux, il fait une top saison, mais c'est pas une top saison pour des standards normaux de superstar, je veux dire. Mais il y a un côté, tu vois, Harden était aussi un moteur d'attaque collective qui apportait un peu un effectif défensif vers une plutôt bonne attaque. Garland, c'est l'inverse, il apportait un effectif offensif vers l'élite de l'attaque. Mais en fait, j'aurais peut-être du mal à le mettre devant tout ce qui est Triangle, Ja Morant, Cade, qui sont beaucoup plus héliocentriques, tu vois. Beaucoup plus la main mise sur le jeu, là où Garland, j'apprécie énormément le profil théorique, mais dans les faits, c'est pas lui le seul dépositaire du jeu. Tu vois, c'est pas comme s'il avait tous les ballons et que Mitchell n'existait pas et que c'était pick and roll sur pick and roll sur pick and roll. Au final, tu vois, je crois que j'en ai parlé, 27% d'usage à peine en termes d'usage de scoring. En tout cas, c'est pas la folie. Sur Cleaning the Glass, il est à combien? Il est aussi à 29, tu vois. Cleaning the Glass, il est que à 29. Sur ce côté, vu qu'on a évalue un peu ce qu'on a eu dans les faits, il me semble que des Cade, des Triangle ou des Ja Morant ont sans doute eu plus la main mise sur le jeu et donc plus accumulé de valeur, entre guillemets, qu'un Garland. Et en plus, il y a le malus aussi défensif. Donc, moi, plutôt zone Harden, Irving, Williams, je me projetais à la base, tu vois. Tu vois, moi j'avais du mal à descendre. Pour Cade et Trae Young, j'étais d'accord, j'ai du mal à descendre en dessous de Ja Morant. Parce qu'en fait, je me dis, alors effectivement, il a le côté, Ja Morant a le côté plus de usage, donc plus d'importance, on va dire, dans l'attaque de son équipe. Mais pour quel résultat, entre guillemets? Et dans le sens où, est-ce que un Garland qui a un peu moins d'usage, mais qui a le shoot, qui apporte le spacing, qui a le passing, qui est, je pense, plus développé que celui de Ja Morant, qui a l'efficacité, c'est pas plus intéressant qu'un Ja Morant qui a effectivement la main mise, mais pour un résultat, on va dire, plus timoré. Oui, il y a peut-être bataille, ouais. Il y a peut-être bataille. Ben, on peut le mettre à côté, alors on peut le mettre juste devant, juste en dessous, c'est pareil, ouais. Ouais. Par contre, est-ce qu'on reclasserait pas un tout petit peu au-dessus de Ja Morant et Garland, un mec comme Jalen Williams, du coup? Tu vois, sur la comparaison Garland-Williams, je me disais, je crois que je préfère avoir un peu Williams. Je sais pas si ça te choque ou pas. Mhm. Ouais. Si, je peux comprendre pour Jalen Williams, c'est le côté euh, two-way en fait, le côté des deux côtés du terrain. Et en plus, Jalen Williams, des deux côtés du terrain, enfin défensivement, c'est pas juste il est compétent, c'est vraiment il peut défendre quasiment tous les postes en fait. Donc on réorganise, il y aurait Cade, Trae Young, Gobert, et ensuite une triplette Williams, Garland et Morant. Un peu un truc comme ça, Ouais, ça ouais, tirait. voilà. Ouais. Ok, faisons comme ça ça me va. Si Baptiste nous écoute, il sera content qu'on ait reclassé un peu au-dessus Jalen Williams au final. Mais non, mais ouais, c'est vrai que sur la comparaison, ça me parle un peu plus. Mais ok, très bien, faisons comme ça. Et donc, petit quiz, nous sommes sur un tir le 10 janvier 2025. Un tir clutch à 3 points contre les Toronto Raptors. Mais qui est sur le terrain au moment de ce tir clutch de Darius Garland? Alors, Garland, Mitchell. Pas Mitchell, non. Non. Est-ce qu'il y a Max Truss, Exactement, Max Strus est sur le terrain. DeAndre Hunter? Pas Hunter, nous on est le 10 janvier. Donc Hunter est encore à Ah Atlanta, oui, je pense. oui, donc il est encore ok. Euh, Jarrett Allen. Jarrett Allen, ouais. Et Evan Mobley. Oui, Evan Mobley. Et le dernier, ce n'est pas Michael Isaac Red. Okoro. Ce n'est pas Vanderblue. Ce n'est pas Draymond Green. Ah, ok. Caris Levert. C'est Caris Levert, bravo, tout à fait. Et côté Raptors, alors maintenant, on va s'amuser. Ouais, ouah, il y a, attends, il y a du RJ Barrett.
Oui, il est là. Scotty Barnes. Oui. Quickly. Oui, exactement. Ça c'était les 3 safe. T'es quand même tombé sur les 30 matchs de la saison où il y a Quickly. Hein. Il était pas là tout le temps, mais t'es bien tombé. Oui, c'est vrai. Jacob Poeltl, c'est le seul Poeltl est là, ouais, tout à fait. Et si je te dis côte de porc, filet d'agneau, si je te dis rôti de bœuf. Chris Boucher. Chris Boucher, tout à fait. Le néo-Celtics d'ailleurs. Il est à Boston maintenant, Chris Boucher. Ouais, c'est vrai. Comme quoi, à l'intérieur, il y en a un peu plus. Je vous le mets quand même, mais très bien. Donc, je fais un peu un récap. Aujourd'hui, on a parlé de Darius Garland, qu'on a inséré autour de la 15e place entre Ja Morant et Jalen Williams. On a aussi parlé de Pascal Siakam, qui est juste en dessous entre Sabonis et Ivica Zubac, autour du fin du top 30. On a pas Randle, on a déjà parlé de Randle. On a parlé, de Mikal Bridges, qui est autour de la 40e place dans le groupe, un peu avec Porzingis, Jarrett Allen, Aaron Gordon, un peu ce type de méga super role player. Et puis on a aussi parlé vers le bas du classement de Anthony Simons, qui est dans le groupe avec Jalen Green et vers Harrison Barnes. Et puis juste en dessous, Jrue Holiday qui est à 2-3 places près avec Wallace, Caruso, Dillon Brooks à peu près dans ces zones-là. Vers le bas du classement, en tout cas voilà pour cette QV. Et je te remercie beaucoup, Titouan, d'être repassé sur Basket Lab pour ce top 100. Merci à toi pour l'invitation, toujours un plaisir. Puis à la prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà déjà le numéro 15, plus que 5. Normalement, on est lundi 6 octobre, où vous entendez ça, donc on va arriver à finir plus ou moins. C'était pas gagné, cette année c'était pas gagné, mais je pense qu'on va y arriver à tenir le rythme un peu de 1 par jour pendant 3 semaines. Et comme ça fait, pas 21 jours, mais 20 jours, donc 3 semaines d'affilée. Normalement, je suis un peu à flux tendu niveau enregistrement, on va y arriver. Mais sinon, donc on se retrouve demain très simplement. Demain, la QV est plutôt pas mal également, puisque demain, nous allons parler de Draymond Green, Alperen Sengun, Christian Braun, Keegan Murray et SGA Shai Gilgeous-Alexander. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Titouan d'être passé sur Basket Lab, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.